J'ai lu votre philosophie des classes laborieuses. Naturellement, vous aurez tenu compte de l'auditoire auquel la conférence était adressée. Oui, et c'est là-dessus que je veux vous chercher querelle. Moi aussi, j'ai une querelle à vider avec vous. Vous fomentez la haine des classes. Or, je trouve que c'est une erreur et un crime de faire appel à tout ce qu'il y a d'étroit et de brutal dans la classe secondaire. La haine de classe est antisociale et, il me semble, antisocialiste. Je plaide non coupable. Il n'y a de haine de classe ni dans la lettre, ni dans l'esprit d'aucune de nos œuvres. Oh! Page 132. Ainsi, la lutte de classe se produit au stage actuel du développement entre les classes qui paient des salaires et les classes qui en reçoivent. Il n'est pas question de haine de classe là-dedans. Mais vous dites lutte de classe. Ce n'est pas du tout la même chose, et croyez-moi, nous ne fomentons pas la haine. Nous disons que la lutte de classe est une loi du développement social. Nous n'en sommes pas responsables, ce n'est pas nous qui la faisons. Nous analysons la nature du conflit d'intérêts qui produit la lutte des classes. Mais il ne devrait pas y avoir de conflit d'intérêts. Je suis tout à fait de votre avis. Et c'est précisément l'abolition de ce conflit d'intérêts que nous essayons de provoquer, nous autres socialistes. Pardon, laissez-moi vous lire un autre passage. Page 126. Le cycle des luttes de classe se terminera avec la suppression de l'appropriation individuelle des moyens d'existence sociale. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'existe pas de conflit d'intérêt entre le travail et le capital. Ou du moins, il ne devrait pas en exister. Pourquoi y a-t-il conflit? Parce que nous sommes ainsi faits, je suppose. Mais nous ne sommes pas ainsi faits! Est-ce de l'homme idéal, divin et dépourvu d'égoïsme que vous discutez? Ou parlez-vous de l'homme commun et ordinaire? Je parle de l'homme ordinaire. Faible et faillible, et sujet à erreur. Et mesquin et égoïste. L'homme ordinaire est égoïste, c'est déplorable mais vrai. Alors je vous tiens, prenant un homme qui travaille dans les tramways. Mais il ne pourrait pas travailler s'il n'y avait pas de capital. C'est vrai. Et vous m'accorderez que le capital périrait s'il n'y avait pas la main-d'œuvre pour gagner les dividendes? N'êtes-vous pas de mon avis? Alors, nos deux propositions s'annulent réciproquement et nous nous retrouvons à notre point de départ. Recommençons. Les travailleurs des tramways fournissent la main-d'œuvre. Les actionnaires fournissent le capital. Par l'effort combiné du travail et du capital, de l'argent est gagné. Ils se partagent ce gain. La part du capital s'appelle des dividendes, la part du travail s'appelle des salaires. Très bien. Et il n'y a pas de raison pour que ce partage ne s'opère pas à l'amiable. Vous avez déjà oublié nos conventions. Nous sommes tombés d'accord que l'homme est égoïste. Le travailleur, étant égoïste, veut avoir le plus possible dans le partage. Le capitaliste, étant égoïste, veut avoir tout ce qu'il peut prendre. Lorsqu'une chose existe en quantité limitée et que deux hommes veulent en avoir le maximum, il y a conflit d'intérêts. C'est celui qui existe entre le travail et le capital, et c'est un conflit irréconciliable. Tant qu'il existera des ouvriers et des capitalistes, ils continueront à se quereller au sujet du partage. D'ailleurs, si vous étiez à San Francisco cet après-midi, vous serez obligé d'aller à pied. Pas un train ne circule dans les rues. Encore une grève? Oui, on se chicane sur le partage des bénéfices des chemins de fer urbains.
On a tort. Les ouvriers n'y voient pas plus loin que le bout de leur nez. Comment peuvent-ils espérer qu'ils conserveront notre sympathie? Quand nous sommes forcés d'aller à pied. Leur point de vue est trop borné. Les hommes devraient se conduire en hommes et non en brutes. Il va encore y avoir des violences. Le travail et le capital devraient être unis, devraient marcher la main dans la main, et pour leur mutuel bénéfice. Vous voilà repartis en l'air. Voyons, redescendez sur terre, et ne perdez pas de vue notre admission que l'homme est égoïste. Mais il ne devrait pas l'être. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Il ne devrait pas être égoïste. Mais il continuera de l'être tant qu'il vivra dans un système social basé sur une morale à cochon. Oui, une morale à cochon. Et voilà ce que soutient votre Église. Voilà ce que vous prêchez chaque fois que vous montez en chair. Je crois bien que notre ami a raison. C'est la politique du laisser-faire, du chacun pour soi. Et que le diable emporte le dernier. La fonction que vous remplissez, vous autres gens d'église, c'est de maintenir l'ordre établi. Et la société repose sur cette base-là. Mais ce n'est pas la doctrine du Christ. Oui, je vous reprends sur ce point-là, car aujourd'hui l'Église n'enseigne pas la doctrine du Christ. Et c'est pourquoi les ouvriers ne veulent rien avoir à faire avec elle. L'Église approuve la terrible brutalité et la sauvagerie avec laquelle le capitaliste traite les masses laborieuses. Pardon, Aimon, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort, je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné, à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là, je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé ce parfum? Iceman Et la poudre, le rouge à lèvres, la belle robe? aussi, En quel honneur t'étais-tu faite si belle? je te le dirai. Oh, mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé, un beau soir. Nous aurons notre soir, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoute, Aimon. Et serre-moi, plus fort que tu ne m'as jamais serré, que toute ta force s'imprime dans moi. Là, de toute ma force. C'est bon. Écoute, Aimon. Oui. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions dû avoir tous les deux. Oui. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Tu le crois, n'est-ce pas, toi? Oui, mon amour. Tu m'aimais, n'est-ce pas, Aimon? Tu m'aimais, en es-tu bien sûr ce soir-là? Quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal, tu es venu me chercher dans mon coin? Tu ne t'es pas trompé de jeune fille? Tu es sûr que tu n'as jamais regretté? Que tu aurais plutôt dû demander Ismaël? Idiote. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme? Tes bras qui me serrent ne mentent pas? Oui, Antigone. Je t'aime comme une femme. Je suis noire et maigre. Ismaël est rose et doré comme un fruit. Antigone. Je suis toute rouge de honte. Il faut que je sache. Dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme quelque chose qui meurt? Oui, je le sens. Moi, je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme. Ta vraie femme. Sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant
sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore 2 choses, et quand je les aurai dites, il faudra que tu partes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine, jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu partiras sans rien me dire. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Je te le jure. Merci. Alors voilà. Hier, d'abord. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe d'Ismène, ce rouge à lèvres et ce parfum. J'étais bête. Je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment, alors j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. C'était pour cela? Oui. Et tu as ri et nous nous sommes disputés et mon mauvais caractère était plus fort, je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour être ta femme là-bas. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi, Aimon, tu m'as juré. D'ailleurs, je vais te dire, j'aurais été très fière d'être ta femme parce que je t'aime comme cela, moi. Très fort et que... Oh mon chéri, je vais te faire de la peine, que jamais, jamais je ne pourrais t'épouser. Je t'en supplie, Aimon, tu me l'as juré. Si tu pars, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Je te le jure, Aimon. Je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu en rêve. C'est le petit garçon que j'aurai jamais. Je t'en supplie, Aimon. Pars maintenant. Pars tout de suite. Tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. Je t'en supplie, Aimon. C'est tout ce que tu peux faire encore pour moi. Pars. Voilà. C'est fini pour Aimon, Antigone. Tous les chevaliers étaient arrivés, excepté l'armure verte. Dès que Zadig parut à l'assemblée, nous, le peuple, on s'assemblait autour de lui. On était surpris et charmés de le revoir. Mais il n'était permis qu'aux chevaliers qui avaient combattu de paraître à l'assemblée. J'ai combattu comme un autre, mais un autre porte ici mes armes. Et en attendant que j'ai l'honneur de le prouver, je demande la permission de me présenter pour expliquer les énigmes. Le mage vous proposa d'abord cette question. Quelle est, de toutes les choses du monde, la plus prompte et la plus lente, la plus grande et la plus courte, la plus étendue et la plus divisée, la plus négligée et la plus regrettée, sans qui rien ne se peut faire, qui dévore tout ce qui est petit et qui vivifie tout ce qui est grand. C'était à Etobad à parler. Il répondit qu'un homme comme lui n'entendait rien aux énigmes et qu'il suffisait d'avoir vaincu un grand coup de lance. Zadig répondit que c'était le temps. Quelle est la chose qu'on reçoit sans remercier, dont on jouit sans savoir comment, qu'on donne aux autres quand on ne sait où l'on en est, et qu'on perd sans s'en apercevoir? Rien n'est plus long que le temps, puisqu'il est la mesure de l'éternité. Rien n'est plus court que le temps, puisqu'il manque à tous nos projets. Rien n'est plus lent que le temps, pour qui attend. Rien n'est plus rapide que le temps, pour qui jouit. Il s'étend jusqu'à l'infini en grand,
Il se divise jusqu'en l'infini en petit. Tous les hommes le négligent, tous en regrettent la perte. Rien ne se fait sans lui. Il fait oublier tout ce qui est indigne de la postérité et il immortalise les grandes choses. C'est bien dommage qu'un si bon esprit soit un si mauvais cavalier. Illustre Seigneur, j'ai eu l'honneur de vaincre dans la lice. C'est à moi qu'appartient l'armure blanche. Seigneur Itobad s'en empara pendant mon sommeil et jugea apparemment qu'elle lui siérait mieux que la verte. Je suis prêt de lui prouver d'abord devant vous, avec ma robe et mon épée, contre toute cette belle armure blanche qui m'a prise, que c'est moi qui ai eu l'honneur de vaincre le brave Otam. Alors, Zadig, saisissant son ennemi au corps, le renversa par terre. Et lui portant la pointe de son épée au défaut de la cuirasse. Laissez-vous désarmer ou je vous tue.